Bonjour et bienvenue pour cette troisième émission de la série AG2R, la mondiale consacrée à la longue vie. La première émission, vous en souvenez peut-être, était consacrée à l'allongement de la vie. La deuxième aux questions de formation au long de la vie. On va se pencher aujourd'hui sur les questions de santé et celles de notre capital santé. Comment mieux le gérer, comment mieux l'entretenir, le soigner finalement à tous les sens du terme. C'est évidemment une affaire de prévention, mais on va le voir ensemble, c'est aussi parfois une question d'accompagnement et ça, à chaque âge de la vie. Pour cette émission, comme pour les précédentes, vous allez découvrir une enquête, une photographie de l'opinion, de ce que pensent les Français de leur rapport à la santé. C'est l'enquête Harris Interactive pour AG2R La Mondiale, dont Jean-Daniel Lévy, que je salue, bonjour, nous dévoilera les résultats en exclusivité. Ça rythmera, vous verrez, cette émission ensemble. Et puis nous en débattrons avec nos invités. Laurent Chambaud, bonjour à vous. Vous êtes directeur de l'École des hautes études en santé publique. David Gruson. Bonjour. Bonjour également. Vous êtes directeur du programme santé du groupe Jouve, fondateur d'Ethic IA comme intelligence artificielle, qui pense la santé à l'heure justement de l'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle parfois la médecine prédictive. Et puis pour AG2R La Mondiale, Philippe Dabat, bonjour. Bonjour. Et puis David Giovanuzzi, respectivement directeur des assurances de personnes pour Philippe et directeur des accords de branche pour David. D'abord Philippe Dabat, pourquoi ce focus sur la santé ? Eh bien, chez AG2R La Mondiale, nous sommes un groupe de protection sociale et ce sont près de 4 millions de Français qui nous font confiance pour leur complémentaire santé. Et donc, c'est une initiative qui est à la fois ouverte, pragmatique, mais pour comprendre et faire avancer ce sujet du capital santé. Oui. Il y a 2 points que je voudrais rappeler. Quand on dit capital santé, c'est pas seulement se soigner. Hein. Non, c'est pas seulement se soigner. Justement, je voudrais commencer par rappeler la définition de la santé que donne l'OMS. En fait, l'OMS dit que la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et donc, c'est pas simplement éviter la maladie ou éviter l'infirmité. Et puis le deuxième point que je voudrais rappeler est un sujet d'espérance de vie. On a tous en tête l'espérance de vie moyenne en France, à peu près 80 ans pour un homme et 85 ans pour une femme. Mais en fait, l'espérance de vie en bonne santé est beaucoup plus courte. Elle est de près autour de 65 ans. Ça fait 15 ans de moins pour un homme, près de 20 ans de moins pour une femme. C'est très, très conséquent. Et donc, la question de base à laquelle nous cherchons à répondre, c'est comment faire en sorte pour que les gens restent en bonne santé tout au long de leur vie. Cela suppose de ne pas s'y prendre à la dernière minute, mais bien d'aborder ce capital santé avec une vision très large dès le plus jeune âge, mais tout au long de la vie. Et donc, comment vous, évidemment, et on le verra à G2R La Mondiale, vous accompagnez les Français, vous proposez de le faire, et peut-être vous évoluez dans votre manière d'accompagner les Français tout au long de la vie dans leur santé. Jean-Daniel Lévy, d'abord, comment voyons-nous puisque après tout, on va tous s'inclure là-dedans. Comment voyons-nous, comment vivons-nous notre santé ? Puisque vous avez sondé les reins et les âmes, une fois de plus. Absolument, une grosse enquête. Plus de 7000 personnes que nous avons été amenées à interroger, et une enquête qui s'est terminée fin août dernier. Je vous laisse, il faut rester en bonne santé, donc prenez le temps de dégager, peut-être amener un peu d'eau à Jean-Daniel, parce que c'est pas une situation très simple de commencer. Non, je vous en prie. Ça fait partie de... Vous voyez, c'est ça, par exemple, prévenir. C'est prendre le temps de boire tranquillement, et puis ensuite de reprendre son exposé sur la façon dont vous disiez une très grosse enquête, 7000 personnes. Absolument, 7000 personnes qui ont été interrogées. Une enquête qui s'est terminée courant septembre, donc c'est une enquête assez récente. Et donc, on se base sur cet échantillon pour essayer de comprendre, déjà, est-ce que la question du capital santé, à laquelle vous faisiez référence, est une dimension importante. Et on va le voir s'afficher derrière vous. 98% des Français disent que oui, cet aspect de capital santé est un aspect qui, à leurs yeux, est important. Donc, ce n'est pas une mise à distance. Ce n'est pas un aspect qui va apparaître comme étant extérieur aux individus. C'est vraiment une dimension qui est une dimension profondément structurante. Alors, quand on a 98%, on ne va pas chercher à voir s'il y a des différences selon les catégories de population. Ça traverse toutes les catégories de population, les jeunes comme les personnes âgées, les catégories populaires comme les catégories supérieures, les ruraux comme les urbains, et même les personnes qui, aujourd'hui, sont en bonne santé et ne vont pas considérer qu'il s'agit d'un sujet qui serait annexe. Le deuxième aspect, et ça renvoie même à cette notion de capital santé, et même si les Français ne connaissent pas la définition telle qu'elle vient de nous être rappelée en référence à l'OMS, nous avons 76% des Français qui pensent en fait que leurs habitudes de vie a une incidence sur l'évolution de leur santé. C'est pas
une situation qui est une situation externe. C'est pas un regard qui va amener à considérer qu'on va être passif. On est acteur de sa santé. Donc un capital important, des acteurs pour les 3/4 des Français qui vont pas extérioriser ou considérer, comme c'est souvent le cas en France, que c'est pas forcément de sa faute et que c'est la responsabilité des autres. Et puis le troisième aspect qu'on peut voir déjà à travers ce premier regard concernant notre enquête, c'est que il y a des points qui apparaissent comme étant absolument essentiels, qui caractérisent aujourd'hui ce que sont les problèmes en matière de santé. On va nous parler de la question du tabac, on va nous parler des aliments trop gras, trop sucrés, trop salés, on va nous parler également de l'alcool. Et là encore, on est sur des aspects où il y a une quasi-unanimité, d'une manière générale, de la part de la population française, où plus de 9 personnes sur 10 déclarent que pour chacun de ces 3 aspects, oui, ça a une incidence en matière de santé. Et puis, l'idée de se dire que, vu que ça a une incidence, vu que le capital est important, peut-être qu'on va faire quelque chose. Et on le voit, ne pas fumer, ou en tout cas limiter sa consommation de tabac, manger 5 fruits et légumes par jour, ou ne pas boire d'alcool et limiter sa consommation. On peut le voir que c'est des points sur lesquels on a 2 tiers des Français, ou plus de 2 tiers des Français, qui déclarent qu'ils y pensent et ils y font attention. C'est qu'il y a 2 choses, hein. Être alerté du risque est une chose, c'est déjà un point très positif, on va le voir avec le professeur Chambaud après, mais dire je suis acteur, je change les choses, c'est une autre démarche. Oui, c'est ça, et on se pousse forcément un peu du col quand on dit ça, parce qu'on a envie d'avoir quand même bonne conscience, mais quoi qu'il en soit, cette démarche globale est perçue en fait de la part des individus. Encore une fois, vous l'avez indiqué tout à l'heure, encore une fois, on est sur des aspects où l'idée que soi-même on peut faire quelque chose, et que ça n'est pas lié uniquement à une dimension médicamenteuse, ressort très nettement dans le cadre de Donc je suis acteur, nous sommes acteurs de notre santé. Voilà ce qu'on retient et ce qui est très important de cette première partie. Vous allez revenir, comme je le disais, rythmer cette émission avec la façon dont les Français vivent tout ça. Laurent Chambaud, c'est une bonne nouvelle ? C'est nouveau. Enfin, vous voyez ? Alors, c'est 2 questions. Oui, c'est ma spécialité. Si c'est une bonne nouvelle, oui, bien sûr que c'est une bonne nouvelle, parce que je crois que c'est important de voir que une grande majorité des Français et des Françaises sont dans une optique d'élargissement de leur conception de la santé. Et donc ça, je crois que c'est un élément important. La définition de l'OMS a été rappelée. On voit quand même que dans le contexte de ce que vit notre pays, on est plutôt très souvent amené à considérer les soins que la santé de façon globale. Donc le fait que dans une enquête de ce type-là, une grande majorité des personnes répondent des éléments sur ce qu'on appelle les comportements de santé, je crois que c'est vraiment un élément important. Après, peut-être deux autres commentaires que je peux faire à ce stade-là. Vous avez parlé de capital tout à l'heure, et là, on voit que c'est beaucoup concentré sur ce que pourrait être un capital individuel, si tant est qu'un capital individuel dans le domaine de la santé existe vraiment. Et c'est donc, je pense, important de voir qu'en tout cas, il y a une attention très forte sur cet élément-là de préserver sa santé d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas non plus quand est-ce qu'a été fait ce sondage, parce que la crise que l'on vit depuis 1 an et demi... Après la crise, il vient d'être terminé. Quand je dis après la crise, pardon, la crise est encore en cours. Mais je pense que cette crise... Alors, quand vous dites est-ce que c'est nouveau, pour ça, il faudrait faire des enquêtes répétitives, mais peut-être que vous allez les faire pour voir les évolutions. Mais des organismes comme Santé publique France font quand même souvent alors, peut-être pas à cette échelle, mais font des enquêtes sur les aspects de connaissance et de comportement. Mais là, il me semble aussi qu'on est dans un moment très particulier où la santé est au centre de tout. Pour le bien et pour le mal, mais véritablement, on est quand même dans un moment qui est un moment qu'on n'a pas vécu jusqu'à présent. Et je pense que les éléments liés à comment préserver sa santé deviennent encore plus forts en ce moment. Et ça, c'est un point qui est très important. Peut-être dernier point aussi sur lequel je voulais venir, parce que, et vous l'avez montré dans les résultats de l'enquête, nous, on fait une distinction très forte entre connaissances et comportement. Les connaissances, on voit bien que dans le domaine de tout ce qui est les
comportements de santé, ils sont en général passés depuis longtemps. Alors peut-être pas de la même manière selon les couches sociales, mais c'est les éléments de connaissance. Vous avez cité les 5 fruits et légumes. Pratiquement tout le monde est capable de citer les 5 fruits et légumes. Après, je serais peut-être je prendrai avec plus de précaution le chiffre sur est-ce que véritablement ils mettent en place. Est-ce que vous agissez? Parce que, comme vous le dites, ils peuvent dire que oui, parce que c'est ce qu'on attend d'eux qui répondent. Mais je pense que le passage de la connaissance au comportement est probablement l'endroit le plus complexe, et au niveau individuel et au niveau collectif. C'est très intéressant parce qu'on a en tête un certain nombre de choses et je voudrais vous montrer quelques images qui racontent finalement comment on passe de la connaissance au comportement. C'est quand la politique s'en mêle, par exemple. Mais la politique s'en mêle quand elle sent que nous sommes prêts. C'est pas Jean-Daniel Lévy qui dira le contraire. Donc je vais prendre l'exemple du tabac et je vais vous proposer un petit retour en arrière. Le tabac, c'est l'exemple où finalement le politique a agi de manière tonique sur les comportements, à la fois par le prix, qui est à 10 € aujourd'hui, et par l'interdiction, c'est la loi Evin, puis c'est la loi Bertrand sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Regardez. Amoureux d'une cigarette. Dans 10 jours, cette passion-là ne brûlera plus de tous ses feux. La fumée dans tous les lieux publics, terminée. Il ne sera plus exceptionnellement interdit de fumer, mais exceptionnellement permis d'allumer une cigarette. Dans les bistrots, restaurants, cafétérias et autres lieux de loisirs, pas question d'en griller une petite, sauf dans des espaces réservés et dûment signalés. Dans les entreprises, aux patrons d'organiser la cohabitation non-fumeurs-fumeurs et de mettre en place un plan d'aménagement des locaux pour protéger les réfractaires à la cigarette. Dans le métro, envoler les volutes bleues, même sur les quais, en attendant la prochaine rame. Lisez donc le journal. Dans les trains, portion congrue pour les amateurs, 2 voitures par TGV, 30% de places assises dans les autres, disparition des cendriers dans les bars. Sous peine d'amende, jusqu'à 600 francs. Attention, seuls les officiers de police ou de gendarmerie peuvent dresser procès-verbal, sauf dans les transports en commun où les contrôleurs sont assermentés. Les gens qui fument dans les trains, je n'en ai même plus le souvenir. Vous voyez comme on efface rapidement, y compris dans nos mémoires, les comportements qui sont désormais des comportements interdits. Les Français tolèrent qu'on prenne des décisions à leur place ? Jean-Daniel ou... Oui, ils le demandent, finalement. Il y a une demande d'accompagnement. 1, ils râlent, et 2, ils s'y soumettent. Voilà. Donc, d'une manière globale, il y a une forme de réaction initiale qui est interrogative ou critique, et qui, au final, lorsqu'elle est mise en place, est globalement assez respectée. Et comme vous l'avez indiqué, aujourd'hui, il apparaît comme étant absolument impossible de reproposer qu'on puisse fumer dans les trains, fumer dans les cafés-restaurants ou même dans les espaces de convivialité ou de travail. Donc ce sont des mesures qui s'inscrivent dans une pression initiale d'opinion, avec une sensibilisation qui est effectuée et qui par la suite en fait que le politique, entre guillemets, sanctionne cette décision. On peut parler de cet aspect-là, on peut parler par exemple de tout ce qui a été mis en place concernant la sécurité routière ou autre, où au fur et à mesure, les Français continuent de râler, mais au final ils s'y font, et parfois prennent le politique au collet. On se souvient quand même des gilets jaunes sur les questions de voiture. David Giovannuzzi, juste d'un mot peut-être pour finir cette première partie, est-ce que vos assurés vous demandent de l'accompagnement ? Est-ce que vous ressentez cette demande ? Alors oui, il le demande et on s'est organisé pour entendre la demande puisque la gouvernance du groupe, c'est à peu près 1000 administrateurs qui représentent les entreprises, les salariés, assurés, toute personne, les retraités. Et donc, ils expriment leur demande à cet endroit-là, mais aussi dans les interfaces que l'on a régulièrement avec nos assurés. Et puis, ce que je voudrais remarquer, c'est qu'ils attendent de notre part aussi que l'on devance un peu leurs besoins. Il y a une vraie confiance dans notre capacité à agir, et donc ils attendent de notre part un peu que l'on devance tout ça. Alors, on va rentrer évidemment dans le concret et voir ce que vous avez mis sur la table ou ce que vous envisagez, et puis ce qu'on pourrait faire évidemment de mieux. Qui pour accompagner la gestion de mon capital santé ? Alors d'accord, j'ai mon impulsion, mais on voit bien que, vous l'avez dit d'ailleurs, entre la connaissance et le passage à l'acte, il y a quand même une petite marge. Qui peut me donner cette impulsion ? À qui je fais confiance pour ça ? La question de la confiance, elle est clé. Et ça, c'est un autre enseignement de votre enquête. Oui, elle est même essentielle. Sans confiance, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas d'action par la suite. Le premier aspect, on sort d'une période de pandémie. En tout cas, elle a été très marquante. On a vu
les difficultés que pouvait rencontrer notamment notre système public. Et pour autant, le niveau de regard de la part des Français à l'égard aujourd'hui de notre système de santé fait que nous avons 70% des Français qui déclarent que notre système fonctionne bien. En dépit de toutes les critiques, en dépit des difficultés, en dépit d'une forme de vision médiatique dont on a pu entendre parler, on est face à des Français qui considèrent que ça fonctionne dans la société française et d'une manière générale que ce qui apparaît comme étant une partie de l'ADN de ce qu'est notre République doit continuer de fonctionner. Donc ça, c'est un peu sur le système. Après, vous avez évoqué la question de la confiance à l'égard des différents acteurs. On va voir à travers 3 tableaux la manière dont s'étalonne la confiance de la part des Français. Le premier aspect, une confiance déjà aux acteurs et à ceux avec lesquels on a un contact qui est un contact fréquent. Que ce soit les médecins spécialistes, que ce soit les médecins généralistes, que ce soit les pharmaciens, la sécurité sociale ou la mutuelle ou complémentaire santé, un niveau de confiance qui est un niveau de confiance manifeste, qui touche Je vois sourire les 2 représentants d'AG2R, la mondiale, à côté de vous, évidemment. A raison, parce qu'en fait, on a les 3 quarts de la population française qui déclarent oui, qui déclarent qu'ils leur font confiance. Et puis, avec cette forme de PAC, sécurité sociale mutuelle, qui globalement constitue un acteur qui est tourné vers l'intérêt général et pas avec la perception qu'il pourrait y avoir des intérêts financiers qui sont derrière cela. Donc ça, c'est un peu le premier volet. Deuxième volet, on va voir d'autres acteurs. Le peloton de tête. Le peloton de tête, absolument. Le peloton du milieu ou les poursuivants, ce sont dans ce cas-là 4 autres acteurs principaux. D'un côté, les pouvoirs publics, de l'autre, la branche professionnelle, mais qui n'est pas toujours identifiée en tant que telle dans l'absolu, la compagnie d'assurance et l'entreprise. Et on peut voir d'ailleurs que les compagnies d'assurance ne se situent pas exactement au même niveau que peut se situer, par exemple, les mutuelles, avec une différence. Il y a 20 points d'écart, c'est énorme. Absolument. Et les Français, voilà, évidemment, les Français ne savaient pas qu'on travaillait pour AG2R La Mondiale lorsqu'on avait fait cette enquête. Un Français sur 2 qui déclare qu'ils déclarent confiance à leur entreprise d'un point de vue global, c'est loin d'être négligeable, parce qu'on sait qu'il y a souvent en fait, la perception qu'on n'a pas forcément à faire. Puis le troisième aspect, les poursuivants, si on prend cette image cyclisme que vous m'avez proposée, on a les sites internet spécialisés en santé, les médias traditionnels et enfin les réseaux sociaux. Moi, ce que j'en retiens, c'est que quand vous prenez l'écart entre les premières réponses qui nous sont données et les dernières réponses qui nous sont données, nous avons près de 90% des Français qui font confiance à des acteurs qui sont des acteurs institutionnels dont c'est le métier, et moins d'un quart qui déclarent accorder la confiance à l'égard des réseaux sociaux et des forums Internet. Peut-être un dernier tableau pour finir là-dessus. Oui. On souhaite enfin disposer de conseils dans tout ce qui a trait au registre qui entoure la question de la santé. Ça peut être la question du bien-être au travail, la question du sommeil, la question de la nutrition et enfin l'activité physique. Donc on n'est également pas toujours avec le sentiment qu'on maîtrise soi-même tout ce qu'il faut faire absolument. On n'a pas forcément toutes les informations. On n'a pas toutes les informations. Et comme il y a des acteurs à qui on fait confiance, je vous retrouve entièrement, le fait que ces acteurs puissent devancer les demandes de la part des citoyens est tout à fait attendu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous l'analysez, Laurent Chambaud ? C'est très intéressant. D'abord, 70% de confiance pour le système, oui, voilà. Oui. Sur le 70% de confiance dans le système de santé, alors ça, c'est un élément qu'on retrouve depuis de nombreuses années, le fait que les Français sont attachés à leur système de santé. Mais on a traversé la crise entre-temps. Oui, mais on l'a traversé aussi avec un système de soins qui a été sous tension, mais qui a répondu aussi aux exigences de cette épidémie. Donc, je dirais même probablement que ça n'a fait que renforcer cet élément-là. 70%, je ne sais pas quels sont les autres 30%, mais c'est aussi, parce qu'on le voit aussi depuis plusieurs années, et il faut rappeler que juste avant la pandémie, il y avait quand même une crise assez forte au niveau de l'hôpital. Il y a aussi, je pense, une certaine inquiétude sur l'avenir du système de santé. Donc ça, je crois que c'est un élément qu'il faut, alors qui est peut-être pas dans ce que vous avez recueilli, mais quand même qu'on retrouve depuis plusieurs années, c'est-à-dire à la fois un très fort soutien à notre système de santé, mais des inquiétudes et des interrogations sur la façon dont le système de santé va évoluer dans les prochaines années, et peut-être que David pourra en dire un mot par rapport aux évolutions futures. Oui. Sur le deuxième, sur la liste que vous avez donnée, alors
La première, elle est, je pense, elle est très importante aussi à considérer, c'est-à-dire que, et c'est ce qu'on a vu aussi pendant la crise, l'importance d'un relais en proximité et d'un professionnel de santé. Et ça, je crois que c'est un élément très fort qu'on retrouve aussi régulièrement. Au sens large, c'est intéressant que vous disiez professionnel de santé. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à entendre médecin, mais vous avez employé un terme plus large. J'imagine que c'est volontaire. Alors, c'est volontaire parce que d'abord, vous avez les pharmaciens aussi. Dans le, il peut y avoir les infirmières, mais on peut avoir des aides-soignants, tous les professionnels, effectivement. Des aides à domicile, au-delà même du système de santé, d'ailleurs. Exactement. Et je pense que derrière, c'est cette notion de proximité, d'avoir quelqu'un que l'on voit, que l'on peut rencontrer et à qui on peut exposer ses interrogations, ses doutes. Ça, je crois que c'est vraiment un élément fort qu'on retrouve régulièrement, qui, à mon avis, plaide aussi pour le fait que les professionnels de santé doivent avoir une capacité de travailler les aspects préventifs, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut avoir le temps, si je peux me permettre. Il faut avoir le temps, par ailleurs. Les médecins disent, moi j'ai une consultation d'un quart d'heure, 20 minutes, je traite le bobo du patient, je ne traite pas forcément le bobo d'après ou sa manière de trop manger ou de fumer. C'est peut-être le gros sujet de notre système de santé, qui est quand même très axé sur le soin et sur le soin curatif. C'est-à-dire à la fois dans les éléments que l'on demande aux professionnels de santé, le curatif prend le pas sur le préventif de façon très forte, mais par ailleurs aussi toutes les modalités de délivrance des actes, des prescriptions ou la façon dont les établissements de santé répondent aux besoins fait en sorte que la part préventive est quand même relativement faible. Donc ça, c'est aussi probablement... Pour moi qui suis directeur d'une école de santé publique, c'est aussi normal que je plaide là-dessus. Il y a vraiment besoin d'avoir une réflexion sur un virage préventif de l'ensemble de notre système de santé. Et puis sur les autres coureurs, alors je pense qu'effectivement, on voit que la séquence assurance maladie et mutuelle est un élément de réassurance et de confiance. Et ça, je pense que c'est encore une fois un élément important. On va en parler parce que ça m'intéresse de vous entendre là-dessus, très clairement. Donc, un niveau moindre, parce que c'est moins personnalisé probablement, mais on voit bien quand même qu'il y a des accompagnateurs éventuels. Tout à fait. Puisque des tiers de confiance, en quelque sorte. Et probablement parce que c'est, et notamment par rapport aux autres que vous citez à la fin, on est dans des modalités où il n'y a pas de risque de tromperie, de collusion d'intérêts divers et variés. Et je pense que dans le contexte aussi que l'on vit, vous voyez bien que quand même ce qui est à la traîne, c'est principalement les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux... Et pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle que les personnes y fassent moyennement confiance, parce qu'effectivement, le réseau social est utile à partir du moment où les informations qui y traînent sont validées, qui circulent dans ces réseaux sociaux. Et on voit bien que, on le voit depuis 1 an et demi, mais on le vivait avant aussi, on a des difficultés très fortes à faire en sorte que on puisse lutter contre les infox, comme on dit, ou les fake news. Un des grands sujets Facebook ces derniers jours, ces dernières semaines même, mais quand je dis Facebook, je devrais citer les autres. Mais Twitter et d'autres. Notamment dans le domaine de la prévention en santé. Parce que dans le domaine de la prévention en santé, il y a énormément d'informations qui circulent. Énormément, et très peu sont validées. Ça, c'est un sujet. Oui, complètement. Mais merci pour cette étude. Juste un commentaire en un mot, plutôt une tentative d'interprétation très personnelle. Le 70% de confiance dans le système, il est à la fois rassurant et inquiétant. 30% de Français qui ne partagent pas cette opinion, c'est pas du tout neutre quand on sait ce que représente la santé, l'assurance maladie, la protection sociale comme socle de confiance du pacte républicain. Alors, la tentative d'interprétation de l'étude qui est remarquable, c'est qu'on voit que sans doute dans le système, les Français font confiance aux professionnels, à ceux qui le font vivre, qui l'ont incarné, qui l'incarnent toujours très fortement pendant la crise. Et là, on voit des taux de confiance très très forts. Ils sont sans doute un peu plus dubitatifs sur l'organisation ou les paramètres d'organisation du système.
ils en demandent de l'évolution dans le sens que Laurent Chambaud exposait, aller vers la prévention, aller vers plus de transversalité, sortir de logique de tuyau d'orgue. Être mieux accompagné. C'est ça. Dans son quotidien aussi, voilà. Finalement. C'est ça le sujet. Et si on va aller au bout de l'interprétation de ce que montre le sondage, on voit que pour accompagner ces éléments d'évolution d'organisation, les acteurs de la couverture du risque, l'assurance maladie obligatoire, mais les acteurs de la protection complémentaire, qui ont des niveaux de confiance comparables, ont tous les deux un rôle absolument majeur à jouer. Et que les Français sont attachés à cette dualité. C'est un moment du débat public en ce moment où on pose les questions du rôle des acteurs de la protection complémentaire en santé. On voit que quand on pose la question à nos concitoyens, ils sont attachés à leur rôle, mais sans doute, on en reparlera peut-être dans la dernière partie sur l'innovation, ils attendent d'eux, ces acteurs de la protection complémentaire, de se projeter vers l'innovation et d'être finalement à l'avant de cette évolution vers plus de prévention. Alors Philippe Dabat, David Giovannuzzi, je me tourne vers vous parce que pour le coup, la balle est dans votre camp. Là, on le sent, je le disais tout à l'heure, les mutuelles ont une confiance, c'est Jean Daniel qui le disait et je mettais un coup de stabilo là-dessus, confiance assez solide, 20 points d'écart entre les mutuelles et les assureurs, c'est énorme. Ça donne des responsabilités, non ? Oui, nous en sommes conscients de ces responsabilités. Je dirais même que ça nous oblige, en fait. En tant que complémentaire chez AG2R La Mondiale, du fait de notre statut mutualiste et paritaire à but non lucratif, en fait, nous ne voulons pas nous contenter d'être simplement rembourser des soins en complément de la sécurité sociale dès qu'on a été chez le médecin, chez le pharmacien. En fait, ça nous donne un nouveau rôle. Nous voulons essayer de maîtriser le risque et donc de faire ce que nous pouvons pour favoriser le maintien de nos clients, de nos assurés en bonne santé afin de rester compétitifs. Dans notre jargon, on appelle ça la maîtrise du risque. Et pour le coup, si on donne quelques exemples concrets de ça, c'est quoi ? C'est des actions de sensibilisation ? Oui, c'est des accompagnements de prévention ? Oui, en fait, notre groupe développe de très nombreux services qui ont pour objectif de faire ce travail de préventif dont vous parliez pour contribuer au maintien de la bonne santé à travers l'activité physique, l'alimentation équilibrée, l'équilibre vie pro, vie familiale. Mais si on donne juste un... Oui, voilà. Oui, deux exemples. Le premier que je voudrais donner s'appelle Coachez-vous Santé. C'est un programme pour les dirigeants de petites entreprises. Ils sont plusieurs centaines de milliers en France, ils sont très isolés. Et l'objectif de ce programme, c'est de les coacher sur des sujets très concrets de sommeil, de nutrition, de stress. En fait, on part du principe que si le dirigeant est dans une bonne santé physique, eh bien, il pourra prendre de meilleures décisions pour une bonne santé économique de son entreprise. Et le deuxième exemple que j'aimerais citer, c'est un partenariat que nous avons avec Ciel Bleu qui a pour objectif la prévention santé par l'activité physique chez les personnes fragiles, en particulier les personnes âgées au-delà de 70 ans. L'enjeu, en fait, c'est d'apporter chez ces personnes âgées, en individuel ou en collectif, de la formation à l'exercice physique, aux bons gestes qui vont leur permettre à la fois de se socialiser, de rester en socialisation, mais aussi, bien sûr, d'avoir les bons gestes qui vont contribuer à la bonne santé physique. Et ça, concrètement, ça concerne combien de personnes ? Plusieurs milliers de personnes chaque année. Chaque année ? Ouais, chaque année. Et donc, vous voyez, la prévention, l'accompagnement, c'est pas un rôle vraiment nouveau pour nous. On s'investit dans ce travail de prévention pour contribuer à la bonne santé, à maîtriser le risque. L'enjeu pour nous derrière, c'est de trouver un modèle économique qui soit robuste, parce qu'en fait, il faut amplifier ces actions et l'enjeu, c'est de les porter auprès du plus grand nombre. Oui, en fait. Puis vous n'êtes pas la Sécu non plus. Exactement. Voilà, donc si on se dit les choses clairement. C'est intéressant cette idée. Ça veut dire que la mutuelle doit être en bonne santé, elle aussi, économiquement, pour pouvoir bien accompagner. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui, en bonne santé économique pour nous et aussi dans un cadre économique qui soit accepté par nos clients. Je vais donner 3 exemples de modèles économiques. Oui. Le premier, on le fait dans le cadre de l'assistance. En cas de coup dur, je suis hospitalisé, je peux avoir un accompagnement avec des services pris en charge par la mutuelle et son assisteur avant et après l'hospitalisation. Mais souvent, après l'hospitalisation, après plusieurs semaines, eh bien, j'ai des besoins spécifiques sur mesure et je pourrais me constituer mon panel de services que je prendrai en charge et qui m'accompagnera le temps nécessaire. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est que malheureusement, tous nos clients n'ont pas les moyens de s'offrir ce type de service. Mais c'est ce que j'allais dire, tout le monde ne peut pas se payer. Voilà. Nous sommes une mutuelle, un groupe de protection sociale. Nous avons des budgets d'engagement sociétal qui nous permettent de financer ce type de service auprès de ceux qui n'en ont pas. Ce qu'on appelait l'action sociale en quelque sorte. Exactement. Fonds social. Et puis le troisième exemple, on en parlera tout à l'heure dans le cadre de Branchez-vous Santé, c'est le programme de prévention santé que nous déployons auprès des branches professionnelles et des entreprises. Là, nous avons investi pour construire ces programmes, les concevoir, les industrialiser et ensuite nous les déployons
avec les partenaires sociaux, et c'est à travers les cotisations des employeurs et des salariés que ces programmes peuvent être déployés. Je confirme qu'on le verra tout à l'heure, parce que c'est une nouveauté d'ailleurs de cette émission. Dans la deuxième partie de cette émission, après cette heure de débat, on va passer une petite demi-heure, 25 minutes, à regarder des cas concrets, des cas pratiques, d'actions pratiques que vous mettez en œuvre, dont justement Branchez-vous Santé, parce qu'il y a le sujet de la branche professionnelle. Mais je voudrais quand même qu'on en dise deux mots déjà de ces sujets-là, David Giovannuzzi. Il n'y a pas que l'accompagnement individuel, ou plus exactement, ça passe forcément à un moment par le collectif. Et vous êtes très fort dans les branches, en l'occurrence AG2R. Ça a été un très gros enjeu pendant la crise, ça, non ? Oui, on a été tous mis en tension pendant la pandémie. Juste avant de répondre à la question de la crise, rappeler ce qu'est une branche professionnelle, parce que tout le monde, le grand public, ne sait pas bien qu'en fait, une branche professionnelle, c'est la représentation des salariés et des entreprises d'un secteur d'activité donné, donc qui représente un corps de métier assez cohérent. Et ces mêmes représentants, les partenaires sociaux, négocient avec nous l'organisation de la mutualisation du risque pour créer un régime de protection sociale complémentaire. C'est sans doute ça qui participe à la confiance aussi, c'est qu'on est dans un système de co-construction avec les parties prenantes. Donc c'est un vocabulaire très RSE. Ouais. Mais ce pilotage-là produit des effets extrêmement efficaces, de la valeur, en adaptant la protection sociale aux réalités des populations assurées dans la branche professionnelle. Donc j'imagine que ça a été très sollicité pendant la pandémie, forcément. Pendant la crise, le premier confinement, ça a été une sidération pour tout le monde, mais aussi un traumatisme. Il fallait mettre 11 000 collaborateurs du groupe en télétravail. Et à ce moment-là, est-ce qu'on allait continuer de collecter des cotisations, verser des prestations ? Est-ce qu'on allait maintenir l'activité ? La grande fierté que l'on a, c'est que l'on a fait face pendant la pandémie. Pour de bon, on a fait face. On a même été félicité par beaucoup de nos ressortissants, saluant en fait le travail de résistance pendant cette période de pandémie. Mais aussi, on a dû répondre aussi à des questions sur de nouveaux risques à prendre en charge. Et on a beaucoup travaillé à la création de fonds de solidarité organisés dans les régimes de protection sociale pour aider les salariés et les entreprises les plus exposées à la crise. Et au-delà de la pandémie ? Alors, au-delà de la pandémie, notre quotidien, c'est aussi s'adapter à la réglementation. Il faut comprendre que la réglementation, vous le savez très bien, évolue en permanence dans ces sujets-là, en santé, en prévoyance. Donc, il faut toujours elle s'adapter. Elle évolue en permanence dans tous les secteurs, en réalité, mais effectivement, elle vous frappe beaucoup. Enfin, elle vous frappe, pardon, pas elle vous frappe. Elle évolue beaucoup Elle dans nous le impacte secteur. énormément. On peut parler des contrats responsables, du 100% santé, de la mise en place de la portabilité, enfin, beaucoup de systèmes qui évoluent. Donc, ça impacte nos systèmes informatiques, la façon de piloter. On doit aussi faire œuvre de pédagogie au quotidien. Lorsqu'on rencontre en toute transparence aux partenaires sociaux des équilibres entre cotisations et prestations, alors on se pose des questions de fond. À quel endroit y a-t-il plus de dépenses ? Pour quelles raisons ça dérive à tel endroit ? Comment rectifier le tir ? Donc ça, c'est notre quotidien. Et avec notre état d'esprit de l'économie sociale et solidaire, on essaie aussi de fabriquer, entre guillemets, de la protection sociale complémentaire autrement. Et donc, on intègre depuis bien une quinzaine d'années, on est très, très actif dans la mise en œuvre d'actions de prévention qui sont écrites dans les textes conventionnels. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une incantation, mais c'est aussi de la contractualisation par l'écriture. En quelque sorte, vous prescrivez de la prévention. Absolument. D'une certaine manière. Validé par... Souvent, on va chercher des expertises. Donc, on travaille beaucoup avec des professeurs en santé publique pour aller chercher les bons conseils. On les valide par les représentants des salariés et des employeurs. Et ensuite, on l'écrit dans le texte conventionnel, ce qui nous engage à aller toucher un maximum de personnes. Par exemple, je veux bien que vous me donniez un exemple, tiens. On termine la semaine du diabète, c'était la semaine dernière. Je vous citerai deux exemples. Le premier, au mois de juillet, on a lancé une action de prévention dans la branche de la boulangerie artisanale. C'est 120 000 salariés et 30 000 entreprises. Donc, pour ces 130 000 salariés, on a lancé une action qui s'appelle Brioche, un petit clin d'œil, bien évidemment, ce que fabriquent les boulangers. Oui. Et on a allié deux actions, c'est la prévention de l'hypertension artérielle et la prévention du diabète de type 2. En travaillant avec des experts, on a un comité scientifique qui est constitué systématiquement. Parce que ce sont des sujets qui sont particulièrement prégnants dans cette branche professionnelle. Voilà, c'est ça. Alors c'est une sensibilité qui est exprimée quand on est boulanger et gourmand. Voilà. On pense qu'effectivement on a quelque chose à creuser à cet endroit-là. Ouais. Donc on lance cette action là en ce moment. Elle va se dérouler jusqu'au début de l'année 2022. Et puis je citerai un deuxième exemple assez différent, c'est dans le domaine des risques psychosociaux, dans la branche des vétérinaires. On a mis en place une action de prévention des incivilités.
C'est une vraie réalité vécue par les représentants donc des salariés et des vétérinaires. Parce que les gens arrivent chez leur vétérinaire, on a l'impression d'amener leur enfant, c'est ça ? Dans les cabinets, absolument. Ouais. Et donc, le choix des représentants de cette branche s'est porté sur la prévention des incivilités. Donc, on a une très grande fierté à se lancer dans des actions de cette nature adaptées à chacun. Merci pour ces deux exemples, parce que pour le coup, ils sont extrêmement éclairants. Je voudrais qu'on parle des inégalités à présent. C'est un sujet qui ressort beaucoup de votre étude, là encore, Jean-Daniel Lévy. Les Français sont très conscients qu'on est inégal, finalement, économiquement et socialement, face à son capital santé. Oui, et ils ne s'en satisfont pas. On est dans un pays, en fait, où la notion de solidarité, la notion d'égalité sont absolument fondamentales et structurantes de la société française. Et vous avez fait tout à l'heure référence à la République. Et c'est une dimension qui, pour l'immense majorité de nos concitoyens, constitue l'ossature de ce qu'est la capacité que l'on peut avoir à bien vivre dans la société française. Et d'ailleurs, quand on les interroge sur les aspects qui pensent qu'il pourrait y avoir des facteurs qui joueraient concernant l'état de santé, qui sont des facteurs plutôt exogènes, le premier aspect qui sort, c'est le manque d'argent devant le fait d'être au chômage, l'impression d'insécurité, l'éloignement de domicile-travail et l'isolement par rapport aux enfants. Donc on a indéniablement, même si l'immense majorité des Français ne considèrent pas qu'ils sont au chômage, soit ils sont en insécurité, soit même qu'ils manquent d'argent, mais en tout cas, cette conscience qu'il peut y avoir des bonnes pratiques individuelles, indéniablement, qu'il n'y a pas uniquement effectivement des dimensions médicamenteuses, mais qu'il y a également, en complément, en dehors de tous les efforts que l'on peut faire, un environnement, c'est ça, qui joue fortement. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, lorsqu'on regarde les dimensions en matière d'évolution, est-ce qu'on a le sentiment que les choses ont évolué au cours de ces 20 dernières années aux yeux de nos compatriotes? Ils vont nous dire oui, d'une manière générale, oui, négativement, et oui, négativement autour de 3 dimensions particulières. Le premier, c'est assez logique, c'est l'exposition aux écrans. On était bien moins exposé que cela par le passé à l'égard des écrans. Donc il y a la perception d'une évolution pour quasiment les 3/4 de la population française. La pollution, c'est un sujet dont on parle également de plus en plus. Et donc le lien entre pollution et santé, ce qui n'était pas forcément une évidence absolue, là se fait. Et puis enfin, le stress pour raison professionnelle, qui là aussi a vraiment émergé complètement dans le débat public. Le burn-out, le bore-out, étaient des mots qu'on ne prononçait quasiment pas il y a une vingtaine d'années et qui aujourd'hui en fait sont partagés et identifiés de la part de l'immense majorité des citoyens. Il y a 2 choses qui sont intéressantes sur ce tableau. Le premier aspect, c'est que non seulement des évolutions qui sont marquantes, et puis le deuxième aspect, un lien qui est effectué. Ce n'est pas forcément évident qu'on puisse nous dire aujourd'hui que l'exposition aux écrans peut avoir une incidence sur la santé ou que la pollution, que le stress pour raison professionnelle. La réponse est oui, et vous le voyez de manière extrêmement massive. Donc on est à nouveau, Laurent Chambaud, dans la prise de conscience, là, assez clairement, mais de phénomènes qui nous dépassent en quelque sorte, parce qu'individuellement, si au bureau je travaille devant un écran, je suis devant un écran et j'ai peu de moyens de faire autrement, il faut que mon employeur s'en occupe. D'une certaine manière, il y a cette dimension-là. Les 2 informations sont extrêmement intéressantes et je pense qu'elles marquent quand même des éléments significatifs. Le premier, c'est sur ce qu'on appelle classiquement les inégalités sociales de santé. Mais en fait, si on va plus loin, c'est quelque chose donc, qui était connu depuis 20 ans, voire même plus, et qui est décrit de façon itérative, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'ailleurs. Donc les inégalités devant la santé ont été bien documentées, mais alors elles ont, de façon brutale, elles ont fait irruption, je pense en tout cas, dans le public, à l'occasion de cette crise. C'est-à-dire qu'on a entendu parler énormément des inégalités de santé pendant la crise. Et ce qui était vrai, parce qu'il y avait vraiment des éléments très, très objectifs qui ont été démontrés par des équipes de l'INSERM, par l'INSEE, y compris sur les taux de mortalité. Mais cette irruption sur la place publique de ces aspects-là, et je pense quand même quelque chose de nouveau, alors que les études sont là quand même depuis très longtemps. Alors, ce sur quoi aussi je voudrais insister, c'est que, on parle d'inégalité, qui est un terme qui est probablement impropre, parce qu'en fait, la difficulté, c'est plutôt le fait que les personnes ne sont pas à équité
devant les aspects de santé. Et c'est plutôt comment ils peuvent arriver à être équités. Alors, les problèmes d'argent, par exemple, ça renvoie énormément à l'accès aux soins, l'accès à la prévention, etc. Dans un pays qui, quand même, très protecteur, quand même, non ? A énormément investi sur le sujet. On est le pays de l'OCDE où le reste à charge est le plus faible, notamment d'ailleurs avec l'action des complémentaires santé. Donc, mais malgré tout, cet élément persiste et il persiste sur des secteurs très particuliers, encore dans notre pays. Et la difficulté, c'est que c'est à la fois sur le soin, mais aussi sur la prévention. Et ça, c'est aussi un sujet que... Vous diriez, est-ce qu'on peut être caricatural au point de dire, c'est moi qui vais être caricatural, puis vous me direz si c'est une réalité, c'est une affaire de CSP+, la prévention aujourd'hui. C'est-à-dire de ceux qui sont le plus informés, qui ont le plus les moyens de mener finalement leur propre politique santé, individuellement. C'est un gros sujet. Alors, c'est pas l'affaire, mais ce que l'on voit, c'est que les comportements préventifs sont adoptés beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement par des personnes qui ont soit un haut niveau de revenus, soit un haut niveau d'éducation. Mais alors que par ailleurs, on a énormément de besoins de faire en sorte que les personnes qui sont les plus loin de ces comportements préventifs, d'abord comprennent pourquoi il y a une volonté collective de le faire, et puis que l'on arrive aussi à avoir des politiques qui qui n'accentuent pas les inéquités. Et ça, c'est aussi un sujet de réflexion, et je pense y compris pour les complémentaires, c'est-à-dire comment on met plus l'accent sur ceux qui ont le plus besoin. C'est la question que j'allais vous poser. Vous recommandez, vous, des actions ciblées par catégorie socio-professionnelle ? Ce qu'on recommande maintenant depuis un certain nombre d'années au niveau santé publique, alors c'est un terme un peu barbare, je suis désolé. Allez-y, vous avez le droit, vous êtes aussi savant. Mais je peux l'expliquer après. Oui, bien sûr. C'est l'universalisme proportionné. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut être en mesure d'offrir la prévention ou la promotion de la santé à l'ensemble de la population, mais il y a des actions particulières que l'on doit faire sur les publics qui sont les plus loin pour pouvoir justement faire en sorte qu'ils adoptent des comportements préventifs, que ce soit au niveau individuel ou collectif. Et donc, c'est dans ce contexte-là que, oui, effectivement, alors après, ça se décline, y compris en proximité, c'est-à-dire comment dans une ville on peut avoir des actions plus ciblées sur des publics prioritaires, sur des quartiers prioritaires, pour permettre aussi que l'ensemble, c'est-à-dire à la fois l'accès aux soins et l'accès à la prévention et à la promotion de la santé, puisse être véritablement une expérience de l'ensemble des publics. Il y a pour vous une question de confiance individuelle, de confiance en soi, de sa capacité à agir ? Tout à fait. Et c'est aussi on voit par exemple que chez les demandeurs d'emploi, il y a une forte proportion de fumeurs. Voilà. Oui. Et on dit, c'est comme ça, j'ai du stress, c'est difficile, et c'est le cas. Est-ce que redonner confiance dans sa capacité à agir, c'est un des leviers ? Dans sa capacité à agir, et au niveau individuel et au niveau collectif. Avec aussi des éléments qui montrent que quand on a des interventions extérieures, il faut que ça ne marche pas. Ça veut dire aussi qu'on ait une capacité de travailler avec des groupes de population pour voir, si vous prenez l'exemple du chômeur, il y en a un certain nombre qui fument, mais qui disent mais moi j'ai besoin de fumer. Oui. Et ça m'enlève mon stress, ça me fait du bien. Oui. Donc si on ne prend pas en compte ces éléments-là, on va mettre en place des programmes qui ne vont pas marcher. Donc l'idée aussi, c'est de travailler de la meilleure façon possible pour prendre en compte les éléments de résistance ou les leviers et de permettre par là même d'avoir des interventions qui soient les plus utiles possibles pour les populations. Vous pratiquez ces politiques ciblées d'une certaine manière chez AG2R La Mondiale ? Alors on a appris le vocabulaire, l'universalisme proportionné, on a appris sur le terrain. Vous avez adopté le barbarisme. On a été bien conseillés, par des experts. Et en fait, on a posé 2 principes dans les actions de prévention mises en œuvre dans les branches professionnelles. Le premier, c'est de mesurer l'efficacité de l'action.
Ça, c'est pas facile de mesurer l'efficacité d'une action. Passer de la connaissance au comportement, le disait tout à l'heure, le professeur le disait tout à l'heure. Et puis le deuxième sujet, c'est aller vers ceux qui en ont le plus besoin. Alors là, on rajoute un niveau de complexité aussi. Alors, je cite un exemple. Dans les centres de formation des apprentis, on a la grande fierté d'être sans doute le groupe de protection sociale le plus présent dans tous les CFA de France. 3 exemples pour illustrer le propos. Les apprentis dans le secteur de la coiffure. Donc, on va dans les CFA auprès des apprentis coiffeurs et on les sensibilise à la problématique des gestes répétitifs et des bons gestes à adopter pour se prémunir des troubles musculo-squelettiques. Deuxième exemple. Non, mais je m'arrête 2 secondes sur cet exemple. Ça crée des troubles musculo-squelettiques. Oui, absolument, absolument. Au quotidien. Et donc, ceux qui représentent ces métiers nous en parlent. Oui. On sollicite des experts pour analyser la situation et voir comment on peut mettre en œuvre des plans d'accompagnement qui vont ménager, qui vont prévenir en fait ces risques de troubles musculo-squelettiques. Il y a la station debout, évidemment. La station debout, etc. Deuxième exemple, là avec une anecdote un peu amusante, c'est toujours dans les apprentis, dans les CFA, ceux qui apprennent le métier de boucherie, de la boucherie artisanale ou de la charcuterie artisanale. On envoie des experts sur les gestes et postures, ces ports de charges lourdes, gestes répétitifs. Et puis, les jeunes sont des spécialistes de l'anatomie animale. Et donc, quand on leur parle des impacts sur les épaules, la colonne, ils font le lien entre l'anatomie animale et leur propre anatomie et comprennent bien l'importance de ces gestes répétitifs et de faire attention à de mauvaises habitudes. Puis je terminerai par un 3e exemple que l'on travaille depuis très nombreuses années maintenant. Je reviens sur la boulangerie artisanale, c'est une profession à part qui s'est beaucoup investie dans la prévention. On envoie des médecins pour parler des allergies respiratoires dans les CFA, des dentistes. Poussière de farine, des dentistes et des infirmières. Et je vais vous dire, un jeune qui a 15, 16, 17 ans en CFA, il n'aime pas trop entendre ça. Donc on a créé des kits d'information, des vidéos de sensibilisation. Et qu'un dentiste arrive dans un CFA, on le fait avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire, l'UFSBD, et on a mesuré que 70% des apprentis vont chez le dentiste dans la foulée, c'est-à-dire se soignent, se remettent à niveau, parce qu'ils ont compris que passer de la connaissance au comportement, c'était indispensable. Voilà. C'est comme une piqûre de rappel, d'une certaine manière. Parce que tout ça, on le sait, on apprend à nos gosses à se brosser les dents. Bon, oui, mais justement... voilà. Quand on a commencé cette démarche dans les CFA, on s'est rendu compte que ces jeunes qui arrivaient venaient de milieux plus défavorisés et étaient dans un état de santé bucco-dentaire plus défavorisé que les autres. Donc il y avait encore plus nécessité à agir. C'est intéressant parce que ça dessine un rôle social pour la mutuelle. Exactement. Typiquement, là pour le coup, on est dans un levier social. On est dans un levier social et c'est là où le mécanisme de négociation dans les branches s'avère extrêmement vertueux. C'est les représentants des salariés et des entreprises s'investissent de cette mission et nous confient la logistique de cette action. Vous voulez réagir, David Gauzon ? Oui, on va aborder dans un instant les enjeux numériques, mais là, ce que vous dites fait complètement écho au déploiement d'outils de médecine numérique, de médecine algorithmique pour développer ces programmes de prévention. Et d'ailleurs, j'en dirai peut-être un petit mot tout à l'heure, on accompagne une démarche de l'UFSBD précisément sur ce sujet de la détection du risque carieux, du risque inflammatoire avec des outils algorithmiques. Donc il y a du... Voilà, vous me faites la transition et c'est parfait. Sur la dernière partie de cette première partie de l'émission, donc cette partie débat, vous l'avez compris, puisqu'ensuite on passera au cas pratique, même si vous m'avez nourri, et merci à tous les deux de nous nourrir effectivement de cas pratiques et d'applications, c'est très important. Le dernier sujet est essentiel, c'est la médecine du futur. Alors, on attend beaucoup de choses, on entend parler évidemment d'intelligence artificielle, de médecine prédictive, on est quasiment déjà parfois à la télémédecine, on commence chez nous, mais au Canada par exemple ou au Québec, c'est extrêmement développé. On va voir comment... nous, Français, appréhendons à tous les sens du terme d'ailleurs cette question des évolutions technologiques. Mais je vous propose d'abord de faire un détour par l'Estonie. Alors l'Estonie, vous allez peut-être le découvrir, c'est un pays très en avance sur la digitalisation du système de santé. Là-bas, on a son dossier médical dans la poche, littéralement, puisque c'est sur sa carte d'identité que vous avez votre dossier médical. On recourt très largement aux nouvelles technologies de santé. Je vous donne un exemple. Il concerne, et en image bien sûr, il concerne le traitement du diabète. Mais la révolution médicale va encore plus loin en Estonie. À Tartu, la deuxième ville du pays, se trouve une banque d'ADN publique, la Biobank. Dans ces cuves,
L'ADN de milliers d'Estoniens est précieusement conservé à moins 192 degrés. C'est un endroit unique au monde. Une banque de données nationale où l'on développe la médecine prédictive. La médecine prédictive a changé le quotidien de milliers d'Estoniens, comme celui d'Heidi Motus. Grâce à l'étude de son génome, cette femme a découvert une forte prédisposition au diabète. Elle a donc décidé de réagir en conséquence. Mes résultats de la biobanque m'ont fait réfléchir. J'ai commencé à faire du sport. Je fais de la marche 3 fois par semaine, à raison de 8 km à chaque sortie. Cela a beaucoup amélioré mon bien-être. J'ai plus d'énergie. Et je veux faire plus. Je peux faire encore plus pour améliorer encore mon état de santé et fortifier mes muscles. En plus d'une activité physique renforcée, Heidi a aussi décidé de changer son mode d'alimentation. J'ai acheté ce livre où il y a beaucoup de recettes végétariennes. Ça purifie l'organisme. J'ai changé d'alimentation et de niveau d'activité physique parce que je veux vieillir de manière saine. Je ne veux pas, quand je serai vieille, souffrir de différentes maladies, comme les maladies cardiovasculaires. Je pense que tous les Estoniens devraient demander leur test génétique à la biobanque et faire un don de sang pour savoir quelles sont leurs maladies familiales et quelles sont les conséquences. Comme Heidi Motus, les Estoniens sont de plus en plus nombreux à donner leur ADN. J'allais dire, dites ça à des Français. Ça paraît un autre monde, hein, quand même, quand on regarde ce reportage, mais c'était intéressant de le regarder, évidemment, d'en parler maintenant. Peut-être, Jean-Daniel, d'abord, est-ce que nous, on est prêts à ça? Est-ce que les Français disent, mais oui, allons-y, l'intelligence artificielle, la médecine préventive en français, dans notre santé, on est preneur? Et je crois que la réponse était un peu dans votre introduction. Donc non, on n'y est pas prêt, et surtout, on ne connaît pas. Ça, c'est le premier aspect. Ouais. Quand on regarde globalement, parler aujourd'hui de médecine prédictive, c'est s'exposer à avoir, en gros, un Français sur 10 seulement qui déclare qu'il sait précisément ce dont il s'agit. Et même le fait de pouvoir déclarer qu'on sait précisément, c'est peut-être un peu plus supérieur à la réalité. Donc c'est un terme qui n'est pas encore présent vraiment dans l'espace public, qui n'est pas vraiment présent dans le débat public, et donc qui est fait que globalement, il y a une immense majorité de Français qui ne sait pas précisément ce dont il s'agit. Alors, lorsqu'on leur donne une définition de ce que peut être la médecine prédictive, ils leur demandez, imaginons que vous que vous soyez au courant que vous avez un risque important au cours des prochaines années de pouvoir contracter une maladie ou développer une difficulté en matière de santé. Est-ce que vous aimeriez savoir ou est-ce que vous n'aimeriez pas savoir ? De but en blanc, on a une majorité de Français, mais qui n'est pas une majorité écrasante, qui déclarent en fait que oui, ils aimeraient savoir, vous le voyez, 61%, un gros tiers déclarant qu'ils ne préféraient pas savoir. Donc on a ce regard qui fait que... Ambivalent, avec plus des jeunes que des personnes âgées en fait, qui souhaitent d'une manière globale savoir, mais qui n'est pas forcément dans une confiance absolue dans ce que peut être aujourd'hui la médecine prédictive et sa véracité. D'ailleurs, on va le voir par la suite, qu'il y a des doutes majeurs qui existent chez nos compatriotes. Le premier aspect, on a 9 personnes sur 10 qui pensent en fait qu'il y a des risques qui sont liés à l'utilisation des données génétiques issues de la médecine préventive. Donc on n'a pas encore aujourd'hui... Donc la banque d'ADN, c'est pas pour nous pour l'instant. La banque d'ADN n'est pas là. On n'a pas encore une forme de CNIL, entre guillemets, qui existe en la matière et qui pourrait rassurer les Français. Parler de génétique, parler d'ADN, aujourd'hui, dans la cité française, c'est générer en fait des interrogations ou des inquiétudes qui sont des inquiétudes majeures. Et il existe, à leurs yeux d'ailleurs, tout un tas de risques. Les premiers risques, en fait, c'est un risque de dérive scientifique. Il y a un risque concernant le contrôle de la reproduction humaine ou qu'il y ait des erreurs possibles sur l'état de santé des individus et qui, aujourd'hui, freinent la possibilité de pouvoir recourir à cette forme de médecine prédictive. Et puis, le dernier aspect, des acteurs dans lesquels, aujourd'hui,
qui apparaissent comme étant manifestes et auxquels on ne va pas faire confiance, ça va être, on va le voir sur le tableau suivant, les GAFA, les entreprises à des fins commerciales et également les employeurs des banques ou des assureurs avant la signature d'un contrat ou d'un emprunt, ce qu'on voit dans d'autres types de registres aujourd'hui et qui se manifeste à ce niveau-là. Donc, ce qui renvoie au privé et ce qui renvoie à l'utilisation d'une donnée intime génère des interrogations, des doutes et des crispations fortes. Je suis prêt à les mettre sur Facebook, mes données, mais mes données de santé, pas touche. Parfois, ils peuvent le faire et ne soit pas s'en rendre compte, soit oublier qu'ils l'ont fait. Absolument, ça c'est vrai. David, oui, on oublie, c'est pratique parfois. C'est pratique, faut se le dire. David Gruson, on y va là ou on n'y va pas à cette médecine prédictive Alors, on y va, mais effectivement, à la fois votre reportage et l'étude, le sondage met effectivement la focale sur un domaine très spécifique de déploiement de l'intelligence artificielle en santé, qui est le recours aux données génomiques. C'est un domaine sensible, qui suscite un certain nombre d'inquiétudes, de questionnements, qui est source aussi d'avancées tout à fait considérables sur le plan de la santé du quotidien, mais sur le plan aussi de la recherche, pour comprendre les Vous nous dites que c'est une bonne chose. Regardez ce qui se passe à quelques mètres d'ici à l'Institut hospitalo-universitaire Imagine. On va aller, à partir de l'exploration de bases de données génomiques, et comprendre les causes de pathologies de l'enfant, comme les ciliopathies rénales. Mais la focale mise sur la génomique, je pense, déplace un peu le débat. D'accord. L'intelligence artificielle, elle peut être beaucoup plus présente au quotidien. Elle l'est en fait déjà concrètement, possiblement. La médecine du futur, c'est la médecine d'aujourd'hui. Oui. Et d'ailleurs, dans toute une série de segments d'intervention d'acteurs de la protection complémentaire comme AG2R, l'accès aux programmes que vous développez dans les branches pour la prévention, vous avez aujourd'hui des solutions tout à fait au point. Vous parliez de programmes sur le diabète pour aller interpréter des clichés de fond d'œil, pour diagnostiquer la rétinopathie du diabète, qui est une maladie à spectre très large, puisqu'elle concerne 50% des patients atteints de diabète de type 2. Premier exemple. Deuxième exemple, on parlait du domaine dentaire tout à l'heure. Le programme qu'on accompagne avec Etikia pour l'UFSBD, l'Union des dentistes, un programme d'IA qui va aller, à partir d'une vidéo prise dans la bouche du patient, redresser l'image sous forme de panoramique dentaire pour aller détecter le risque carieux et le risque inflammatoire. Vous voyez, pareil sur le traitement des mammographies, des cas d'usage absolument considérables pour améliorer l'effort de prévention, qui n'ont rien à voir avec le traitement de données génomiques. Mais il n'empêche, et ça l'enquête le montre, que tout ceci soulève un certain nombre d'enjeux éthiques. Notamment mes données. À qui je confie mes données? Finalement, est-ce que je les confie à G2R La Mondiale? Est-ce que je les confie à Amazon? Est-ce que je les confie à la Sécu? Il faut voir, à qui je fais confiance? On l'a dit tout à l'heure. Il faut voir d'où on part et où on va. On est en Europe, l'Estonie aussi. Et on bénéficie en France et en Europe du cadre de protection juridique des données de santé le plus fort au monde, avec le règlement général sur la protection des données, qui est entré en vigueur il y a 2 ans et demi maintenant, et qui a été une avancée. Et là, il y a une deuxième avancée qui arrive, et pour laquelle la France a été à l'avant-scène. On a mis en place un cadre, on est en train de mettre en place un cadre de régulation du recours à l'intelligence artificielle, qui est déjà en vigueur dans la loi de bioéthique, qui est entrée en vigueur cet été en France, et qui est incorporé dans l'article 14 du projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle. Donc vous dites, en gros, on est prudent, on est éthique, mais on ne crie pas non plus haro sur le baudet. Quand je dis le baudet, c'est les GAFA. Et soyons concrets, vous allez voir ce qu'il y a dans ce dispositif. 2 points, l'information du patient sur le recours à l'intelligence artificielle dans sa prise en charge. Et le deuxième point qui est essentiel, fondamental, l'idée d'une garantie humaine. L'idée qu'il va falloir, quand on utilise des traitements algorithmiques, dans la prise en charge des patients, mais aussi dans le sein même des organismes de couverture du risque, les traitements algorithmiques que vous utilisez pour porter vos programmes de prévention devront faire l'objet d'une garantie humaine. Qu'est-ce que c'est ? Une supervision par des professionnels, des représentants des patients, dans la phase de conception de l'algorithme et dans son application en vie réelle. On en est maintenant à une dizaine de démonstrateurs de ces collèges de garantie humaine qui vont aller piloter l'IA, la suivre dans un cadre traçable, auditable par le régulateur national et européen. Et il faut faire attention à un dernier point, qui est le risque de surréglementation. Ça a été évoqué, la réglementation vous impacte. On est déjà au niveau juridique le plus fort en France et en Europe. Le cadre par la garantie humaine est repris aux États-Unis. Nos concitoyens nous ont montré dans la crise que si l'innovation était trop complexe à diffuser en France et en Europe, ils n'avaient plus d'hésitation pour se tourner vers des outils conçus ailleurs, dans des cadres moins éthiques que le cadre français et européen. Donc, trouvons le bon curseur. Soyons modernes et soyons éthiques. C'est l'idée de régulation positive. C'est votre idée. Vous vouliez réagir? Et puis je voulais me tourner vers Philippe Dabat. Brièvement. Très brièvement, mais ça demanderait beaucoup de développement. Oui, c'est passionnant, c'est vrai. Alors, tout d'abord,
peut-être 3 points que je vais essayer de faire très rapide. Le premier, c'est effectivement l'exemple que vous avez pris, c'est de la médecine prédictive. Ça va dans quelque chose de beaucoup plus large qu'on a appelé dans la littérature la médecine des 4P, qui est maintenant devenue la médecine des 5P, préventive, prédictive, personnalisée, participative et basée sur les preuves. Moi, j'aime pas trop ces termes de médecine des 5P parce que ça enlève le côté santé. Parce que c'est pas que de la médecine. C'est derrière aussi voir comment on peut, y compris sur les aspects de prévention, être beaucoup plus présent. Le deuxième point, c'est, David l'a dit, c'est les aspects éthiques sont quand même fondamentaux. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de freiner des évolutions qui sont et peuvent être extrêmement positives pour les personnes ou pour les populations, mais c'est dans quel cadre ça se fait, comment les personnes sont informées, comment collectivement elles participent à ça, et comment aussi elles prennent les décisions, parce qu'il y a des sujets... est-ce que, par exemple, on donne de l'information à quelqu'un qui a une maladie incurable ? Jusqu'où on va. Et donc là, il y a quand même un certain nombre d'éléments. Et puis le dernier point, sur lequel quand même je voudrais insister, c'est la demande paradoxale des personnes. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens veulent le plus possible de technicité et pour leur bien-être, mais ils veulent aussi le plus possible d'humanité. Et il va falloir, et à mon avis, c'est l'enjeu de tout ce qui va se passer dans les prochaines années, être capable de conjuguer cette modernité qui est, encore une fois, qui peut être extrêmement positive pour les personnes, à ce besoin de plus en plus fort d'humanité à travers l'accompagnement des personnes, que ce soit pour les soins, que ce soit pour la prévention ou pour des personnes en dépendance. Philippe Dabat, je vais prendre 1 minute. On est en léger débord, mais c'est pas grave. On va faire avec parce que c'est passionnant. Pour vous poser 3 questions avec des réponses relativement rapides, vous comprenez pourquoi. D'abord, comment vous, à G2R La Mondiale, vous pouvez combattre cette méfiance qui a été manifestée par les Français dans l'étude de Jean Daniel ? Alors c'est essentiel et je redis ce sujet du cadre juridique sur les informations de santé avec le secret autour de ces informations. Nous, complémentaires, nous n'avons pas le droit d'utiliser les informations de santé de l'individu pour lui dire voilà le tarif ou éventuellement résilier le contrat si la personne est en mauvaise santé. Vous êtes un payeur aveugle. Exactement, on dit de nous qu'on est un payeur aveugle, c'est-à-dire que quand on rembourse derrière la sécurité sociale, nous avons un flux qui nous dit le taux de remboursement, mais ça ne nous dit en aucun cas la pathologie ou la nature des médicaments qui ont été pris. Et c'était à la fois essentiel pour la confiance, mais c'est aussi un sujet quand on veut se lancer dans des programmes de prévention. Parce que du coup, il n'est pas question de faire des programmes de prévention individualisés, nous n'avons pas accès à la pathologie de la personne, mais bien on cible des programmes avec des populations assez larges. Quand j'ai pris l'exemple tout à l'heure de l'exercice physique, ou quand David prenait l'exemple des maladies professionnelles, nous sommes sur des dizaines ou des centaines de milliers de personnes pour améliorer globalement l'état de santé. 2 questions. La médecine prédictive, c'est oui, c'est non pour AG2R La Mondiale ? Alors nous, c'est non. On ne veut pas favoriser des tests qui détermineraient, comme dans l'exemple qu'on a vu, 5 ans à l'avance, le risque d'arriver de telle ou telle pathologie, parce que ça reviendrait à dire, vous avez un génome qui me dit que vous serez en bonne santé dans 5 ans, donc je vous fais payer moins cher, ou alors, désolé, pas de chance, vous avez un génome qui dit que vous allez vraiment être en mauvaise santé, donc vous allez payer plus cher. Ça reviendrait à une approche totalement à 2 vitesses, et ce serait totalement opposé à notre éthique et à notre vision de la mutualisation. Est-ce qu'en revanche, vous imaginez de rembourser des suivis digitaux, par exemple, par l'intelligence artificielle ? Oui. Ou grâce à l'intelligence artificielle et aux data. Oui, tout à fait, parce que là, on serait dans un dispositif établi avec un suivi médical prescrit par un médecin, avec un impact thérapeutique qui a été démontré, probablement qui serait répertorié par la sécurité sociale avec ce qu'on appelle la fameuse nomenclature, donc prescrit par le médecin, et donc ce serait tout à fait logique de contribuer au financement de la partie qui ne serait pas remboursée, donc oui. Très clair. Merci beaucoup. Je vais remercier en particulier Jean-Daniel Lévy qui nous a éclairé encore une fois sur la manière dont les Français voient leur santé. Je remercie également David Giovannuzzi. Et puis je vais inviter les autres, à moins que David Gruson vous ayez besoin de filer. Mais sinon, je vous propose de rester avec nous également pour la deuxième partie de cette émission consacrée à 2 initiatives très concrètes en matière de prévention santé. C'est notre nouveau module, tandis que David Giovannuzzi se glisse sous la caméra, qui s'appelle « Accompagner au quotidien ».
Voilà, je vous propose de regarder 2 initiatives extrêmement concrètes, d'en parler avec ceux qui les portent au sein d'AG2R et puis évidemment de les commenter avec Laurent Chambaud et avec David Gruzon qui sont restés là, avec Philippe Dabat aussi, bien évidemment, s'il le souhaite ou pour aller plus loin. La première, elle concerne le travail dans les branches. On en a parlé tout à l'heure. On a dit que AG2R, la mondiale, était très active dans les branches professionnelles. On va vous parler d'une initiative qui a été lancée il y a 1 an maintenant et qu'on va découvrir en images. Le constat de départ, donc ça s'appelle Branchez-vous santé, je vous donne quand même le nom, c'est important. Le constat de départ, c'est que finalement, soigner, c'est formidable, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Il y a une vision de la santé en France qui est strictement limitée à l'hôpital et aux situations d'urgence. Et c'est une absurdité. Beaucoup de pays parlent de santé au sens un petit peu plus large du terme, mais on est là dans une transformation vraiment profonde, un changement de paradigme d'une santé curative, le cure, pour passer vers une santé, vers le care et vers la prévention. Cette transformation, AG2R La Mondiale l'a entamée il y a plus de 10 ans en s'entourant d'experts comme le professeur Nino à l'Institut de Montpellier. Pour éviter les récidives de cancer chez les salariés, il propose le programme de prévention Branchez-vous santé, un protocole strict basé sur le sport, la nutrition et le coaching motivationnel. L'objectif, accompagner les salariés pour qu'ils reprennent leur santé en main. Un des dispositifs de Branchez-vous santé, c'est le parcours INM après cancer, donc INM pour intervention non médicamenteuse, qui est destiné aux assurés après les traitements d'un cancer, d'accéder à un programme personnalisé entre activité physique adaptée, alimentation et soutien engagement motivationnel pour lutter contre les récidives. On sait qu'avec des études scientifiques, on peut agir et réduire le risque de 30 à 50%. Et ce qui est nouveau, c'est que c'est inscrit directement au sein des garanties des contrats collectifs, soit santé et aussi de prévoyance. Mais alors concrètement, Branchez-vous santé, comment ça marche ? L'assuré, pour être pris en charge et participer à ce programme, a un numéro à appeler, un numéro vert qui est le 0801 801 321. Une infirmière fait un bilan personnalisé à l'entrée pour aussi définir le niveau d'accompagnement qui lui correspond le mieux. Par exemple, ça peut être l'accès à des cours collectifs en ligne d'activité physique, définir quel type d'activité physique adaptée est nécessaire, puis ensuite un soutien motivationnel par des coachings téléphoniques. Ça peut être aussi des cours ou des bilans nutritionnels avec une diététicienne. Lancé il y a plus de 2 ans, le programme Branchez-vous santé a déjà séduit près de 100 000 entreprises et 2 millions de salariés. Et plus de 55 accords de branche ont intégré ces garanties dans les contrats collectifs. C'est le cas de l'ADMR, l'aide à domicile en milieu rural, qui représente 2700 associations et 94 000 salariés au service des seniors, des personnes en situation de handicap ou encore de l'enfance et de la parentalité. Et typiquement, la récidive du cancer, c'est bien souvent une source d'absentéisme important sur des arrêts de longue durée. Donc si on peut accompagner le salarié pour qu'il se sente mieux dans sa reprise d'une part, et puis d'autre part de réduire en même temps l'arrêt de travail, c'est bénéfique pour tout le monde. Voilà Branchez-vous santé, un programme novateur qui place la prévention au centre des préoccupations et accompagne les salariés au cœur d'un parcours santé. Tout cela participe à faire reculer le nombre des récidives de cancer. Voilà désormais l'ambition, prévenir avant de guérir. Chambaud, vous devez être heureux d'entendre ça, puisque c'est votre mot d'ordre depuis que je vous entends parler aujourd'hui, et d'une manière générale pour ceux qui vous connaissent dans vos activités professionnelles. Je salue Xavier Auré qui nous a rejoint, qui est chef de projet prévention à la direction des accords de branche, et c'est vous qui avez coordonné cette initiative. Je salue également Camille Soyer, qui est responsable de l'activité sponsoring chez AG2R La Mondiale, avec qui on parlera vélo tout à l'heure. Restons d'abord évidemment sur ce Branchez-vous santé. D'où vient cette initiative ? Comment elle naît ? Alors, Branchez-vous santé, c'est avant tout la réponse à une attente, à un besoin exprimé par nos assurés. Et on le voit dans l'étude qui a été évoquée ce matin, c'est une confirmation de cette attente-là. Plus précisément sur la partie cancer, c'est la convergence de plusieurs éléments. Premier élément, ce sont des chiffres. Le cancer, c'est 150 000 décès par an. En France, c'est la première cause de mortalité. C'est 400 000 nouveaux cas chaque année. Deuxième élément, c'est
une démarche, une volonté politique de nos administrateurs du groupe AG2R La Mondiale d'être présent et d'être un acteur en matière sur la partie cancer. Troisième élément, c'est une inspiration. On s'est inspiré de ce que nos collègues de l'action sociale AG2R avaient mis en place avec l'Institut Curie, ce qu'on a appelé le programme Active. C'était un programme de prévention de lutte contre la récidive du cancer du sein en région parisienne. Et le dernier point, c'est une ambition, c'est de changer d'échelle par rapport à ce programme-là, et donc de passer de cancer du sein à tout programme et France entière. Apparemment, le dispositif s'est imposé, est-ce que je dois dire imposé, en tout cas a été adopté assez vite. Est-ce qu'on peut le mettre en chiffres, ça, le traduire en chiffres ? Oui, on peut le traduire. Il y a plusieurs types de résultats sur le sujet. Le premier type de résultat, c'est 55 accords de branche qui ont intégré ce dispositif-là dans leur garantie. C'est combien d'entreprises ça représente, ça ? 110 000 entreprises et à peu près 1,5 million de salariés protégés sur le sujet. Mais il y a plusieurs types de résultats qu'on peut mettre en avant, notamment celui, on a parlé de changement de paradigme sur le type d'accompagnement. L'idée dans ce type d'accompagnement n'est pas uniquement de dire allez faire du sport et manger mieux. On voit qu'aujourd'hui, l'attente, elle est bien au-delà. C'est un accompagnement sur la fréquence, la durée, l'intensité, que ce soit à la fois sur l'activité physique ou sur la nutrition. C'est un accompagnement beaucoup plus serré de nos populations. C'est intéressant parce que d'une certaine manière, vous créez un nouveau droit. C'est exactement ça. C'est exactement ça. L'intégrer, comme le disait David tout à l'heure, dans les garanties, c'est créer de nouvelles prises en charge. Au même titre que aujourd'hui, vous êtes pris en charge quand vous allez voir votre médecin généraliste. Avec Branchez-vous Santé, vous êtes pris en charge quand vous luttez contre la récidive du cancer. Et ça, c'est nouveau et c'est quelque chose qui était attendu de la part de nos assurés. Qu'est-ce que vous en attendez ? Nous, ce qu'on en attend, prochaines étapes, d'une certaine manière. Ce qu'on en attend aujourd'hui, c'est très simple. C'est que toutes les personnes qui rencontrent cette difficulté-là, et qui ont été victimes d'un cancer et à la fin de leur traitement, puissent tout simplement bénéficier de ce dispositif-là. En France, on est très... Ça veut dire toutes les branches, par exemple. Toutes les branches. Oui. C'est d'aller beaucoup plus loin sur toutes les branches. C'est la conquête. Exactement. Et également, en France, on est très bon sur le soin, et on est un peu moins bon sur le soin de suite. Et donc l'idée, c'est justement, on parlait d'équité, le professeur Chambaud parlait d'équité tout à l'heure, c'est justement sur les soins de suite, c'est de travailler sur l'équité, quel que soit son lieu de résidence, et d'avoir accès à ce type de dispositif-là. Et donc on a travaillé sur l'usage, et par rapport à ça, si on a une chose à retenir, notamment de la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, c'est un seul numéro, c'est le 0801 801 321. C'est vraiment le sujet qui nous préoccupe, c'est très simple pour se saisir des dispositifs. Et l'objectif d'après, c'est d'ouvrir à toutes les maladies, c'est ça, hein ? Exactement. C'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui sur le principe des interventions non médicamenteuses, activité physique, nutrition, engagement motivationnel. Et l'idée, c'est d'ouvrir aux autres maladies chroniques, que sont, dont le cancer, bien sûr, mais diabète, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires. Oui, 20 millions de malades chroniques en France. Oui. Si je ne me trompe pas. Exactement. C'est-à-dire de gens qui ne se vivent pas forcément comme malades, en l'occurrence, mais qui ont une maladie chronique avec laquelle ils doivent vivre. Exactement. Exactement. C'est un enjeu sociétal fort et un enjeu d'avenir fort sur le sujet. Donc voilà. Et puis, Branchez-vous Santé, c'est le dernier point que je souhaite mettre en avant. Oui. Ce n'est pas que le cancer, c'est également tout ce qui touche à la santé bucco-dentaire. Tout ce qui touche à l'épuisement professionnel du chef d'entreprise de TPE-PME. On rejoint les programmes dont on parlait tout à l'heure. Oui. Ce qu'on a mis en place avec nos dispositifs enquête de vie, qui est les autodiagnostics, des diagnostics personnalisés de prévention sur manger, bouger, dormir, le stress, et on a rajouté le tabac, parce que c'était quand même un sujet essentiel. Toute la problématique évoquée par Philippe de la santé au travail et notamment de la spécificité de l'accompagnement des branches sur le sujet. Et puis, le dernier point, c'est ce qu'on fait chez les jeunes avec un prisme particulier dans nos interventions dans les CFA. Donc, je voulais réagir, David Gruson, parce que vous pensez que la technologie peut accompagner ça ? Oui, et on voit bien, merci du partage de cette initiative. C'est à la fois un bon véhicule pour aller amener au plus près de nos concitoyens l'innovation en médecine algorithmique, les outils de pilotage par les données, les outils de diagnostic. On parlait tout à l'heure des traitements d'images dans le domaine des mammographies. Là, on est complètement dans ce cas d'usage-là. Et c'est aussi à l'échelle de la branche. On parlait des nouveaux systèmes de régulation éthique par la garantie humaine, la supervision des professionnels de santé, des représentants des patients. Je pense que c'est une bonne échelle
avec des tiers de confiance qui peuvent être les acteurs de la protection complémentaire. On l'a vu dans la première partie pour aller traiter cette nouvelle conformité en garantie humaine du numérique et des traitements de données de santé. Laurent Chambaud ? Oui, juste, je trouve que cette initiative est vraiment très intéressante. Tout d'abord, peut-être rappeler, ça va dans le sens de ce que vous avez dit, à peu près 70% de tous les décès de la région européenne sont dus à des maladies non transmissibles. Donc on voit bien l'étendue de ce qu'il y a à faire. Et puis je rajouterai peut-être un quatrième point aux raisons, mais je pense que vous l'avez en tête, aux raisons que vous avez données, c'est les preuves scientifiques. C'est-à-dire qu'on a quand même maintenant un corpus de connaissances scientifiques sur les effets de ces interventions non médicamenteuses, activité physique et alimentation, qui montre à quel point il y a une puissance forte pour éviter les récidives, notamment par rapport au cancer. Et je crois que là, ça doit aussi interroger, y compris par rapport à nos priorités sociétales. Alors, moi, je salue ce que vous faites. On voit aussi quelques collectivités territoriales qui se lancent dans des programmes de ce type-là, sport santé, nutrition santé. Mais ça va interroger aussi probablement la façon dont, collectivement, on rembourse des médicaments. Alors vous savez bien, il y a aussi souvent un certain nombre de polémiques avec des médicaments dont le service rendu n'est peut-être pas aussi important qu'on le souhaiterait. Là, on a des interventions qui ont une puissance, encore une fois, extraordinaire en termes de prévention des récidives. Il faudra peut-être aller un peu plus loin. Un service rendu exceptionnel. Donc vous parlez de remboursement, là. Exactement. Il faudra peut-être aller plus loin sur la capacité de rembourser. Vous êtes les pionniers de quelque chose qui, à mon avis, va se développer sur l'ensemble des maladies chroniques. On entendait dans la bouche de Xavier Auré toute l'ambition qu'il y avait sur ce projet. On peut aller plus loin, Philippe Dabat? G2R, la mondiale, va aller plus loin? Oui, on peut tout à fait aller plus loin et nous voulons aller plus loin. Xavier le disait tout à l'heure, il y a une centaine de branches qui nous font confiance, donc ça fait encore plusieurs dizaines de secteurs à convaincre. Et puis, vous l'avez compris, cette approche de Branchez-vous Santé, c'est un socle en fait que nous proposons, mais sur lequel on veut passer ensuite au sur-mesure. On a pris l'exemple tout à l'heure des troubles musculo-squelettiques. Eh bien, évidemment, c'est générique et il faut être beaucoup plus précis que cela. On n'a pas la même exposition aux troubles musculo-squelettiques si on travaille sur un chantier, dans un entrepôt ou dans un commerce de proximité. Et donc, notre enjeu à travers Branchez-vous Santé, à travers cette approche des entreprises et des secteurs, c'est bien de contribuer au renforcement du capital santé des salariés par ces salariés pour contribuer ensuite à la compétitivité des entreprises et dans les secteurs qui les emploient. Et vous l'avez compris, dans une démarche qui est vraiment sur mesure par rapport à leurs propres besoins collectifs. Deuxième initiative qu'on veut vous présenter aujourd'hui, initiative AG2R La Mondiale. On va quitter le professionnel au sens littéral du terme pour s'occuper de la société au sens large. Alors vous êtes une mutuelle, on le sait bien, pour l'entendre, pour les amateurs de Tour de France ou de course de vélo le savent bien, vous êtes une mutuelle qui est associée au vélo, qui a son équipe sur le Tour, mais c'est aussi très concret, on va le découvrir maintenant à travers Vivons Vélo dans la vie quotidienne. Regardez. J'utilise mon vélo au quotidien. Pour moi, c'est aller chercher les enfants avec, faire les courses. J'utilise tous les jours pour me déplacer, pour aller au travail, en revenir. C'est une grande liberté d'horaire, de trajet. Ça me déstresse, physiquement et mentalement, ça me fait un bien, mais total. Boulot terminé, c'est parti pour 40 km. Je viens au travail tous les jours à vélo, donc 30 minutes aller, 30 minutes retour. J'avais besoin de me sentir à l'air libre, de m'éclater au quotidien. Et là, pour le coup, c'est réussi. Je suis en plein air, je fais ce que j'ai à faire. Voilà, que demander de mieux, quoi. À mon sens, le vélo reste l'avenir des villes aujourd'hui. Si on veut avoir des villes propres, où l'on respire un peu plus. Je m'inspire en regardant autour de moi quand je suis à vélo. Que ce soit sur les murs, les graffitis, ou quand je passe à côté d'un bar, la petite pancarte qui annonce les nouveautés du jour. C'est toujours une source d'inspiration où que je sois. C'est tellement de joie de vivre. On découvre la nature, on n'est pas dans les bouchons, on gagne du temps. Grâce à l'appli Vivons Vélo, ça me permet d'éviter les 4 voies rapides
et autres routes dangereuses, un pur bonheur. Sur l'app, ce qui est sympa, c'est qu'il y a pas mal d'articles pour apprendre à entretenir son vélo, choisir sa selle. Et ce qui est vraiment cool aussi avec l'appli, c'est que tu peux choisir tes trajets en fonction des pistes cyclables. Donc des trajets sécurisés à Paris, c'est vraiment un plus. Sur l'application Vivons Vélo, j'essaye de me fixer un petit défi personnel, c'est de dépasser ma vitesse moyenne du précédent trajet sur celui que je suis en train de faire. Ce qui est bien sur l'appli, c'est qu'avant tout départ, je regarde le pourcentage de kilomètres sur piste et le pourcentage qui n'est pas sécurisé. Ça me permet soit de privilégier le trajet complètement en cargo avec les enfants dans la caisse, soit de prévoir leur petit vélo et qu'on aille tous les trois sur nos vélos. Oui, il peut rester une caisse, mais elle est propulsée par le vélo, on l'a bien compris. Camille Soyer, merci d'être là pour nous expliquer d'où est partie cette initiative. Je rappelle que vous êtes responsable de l'activité sponsoring chez AG2R La Mondiale. D'où c'est parti? Comment ça a démarré ça? On a vu 2015, mais comment ça démarre? Oui, alors en fait, AG2R La Mondiale, c'est un des sponsors les plus historiques du cyclisme professionnel, puisque ça fait 25 ans que nous sommes dans le peloton grâce à l'équipe AG2R Citroën. Mais le cyclisme pro, c'est que la phase immergée, la phase la plus visible de notre engagement dans le vélo. Et je dis bien vélo parce qu'on fait beaucoup la différence entre les cyclistes pro et les personnes, vous comme moi, qui sommes venus à vélo ce matin. Nous, on fait du vélo, on n'est pas cycliste pro. Et le vélo, c'est avant tout un formidable moyen de se déplacer, mais qui est universel. En fait, il s'adapte à tous les âges, à toutes les pratiques, à tous les handicaps. Et c'est cette universalité qui nous a toujours beaucoup intéressés dans le vélo. Et puis, en plus, c'est quand même un formidable moyen d'entretenir sa santé au quotidien, puisque quand on pédale, il se passe beaucoup de choses dans notre corps qui ont des effets directs sur notre bien-être et notre santé. Par exemple, on est dehors à l'air libre et on actionne nos jambes, donc on va produire des endorphines qui nous procurent une sensation de bien-être et de plaisir au quotidien. Il y a de nombreuses études aussi scientifiques qui montrent qu'on booste nos défenses immunitaires en faisant du vélo. Et c'est aussi un sport qui est doux à la fois pour le cœur, mais surtout pour les articulations, puisque comme la natation, c'est un sport dans lequel le corps est porté. On évite tous les micro-traumatismes qui peuvent être liés au choc du pied qui résonne dans le sol, par exemple sur le running ou d'autres sports. Exactement. Et donc, en tant qu'acteur de protection de la santé de la personne, c'était tout à fait logique et naturel pour nous, pour AG2R La Mondiale, d'encourager toutes les formes et les pratiques du vélo au quotidien. Et ça prend la forme d'une communauté depuis 2015. Vous disiez, votre lapsus est intéressant, vous entretenez une communauté. Oui, en réalité. C'est le cas, qui était mort. On voit les chiffres, c'est impressionnant. 300 000, c'est ça que j'ai lu ? Oui, c'est ça, parce que concrètement, Vivons Vélo, qu'est-ce que c'est ? C'est une communauté que nous rassemblons plusieurs fois dans l'année et à travers, on appelle ça nos 3 piliers. Il y a d'abord une application que nous avons vue un petit peu. Il y a plusieurs fonctionnalités. Alors, elle est gratuite et elle est disponible sur tous les stores. Il y a plein de services dedans qui sont faits pour motiver et guider. Alors, guider parce qu'on encourage les pratiques, mais on donne des services. Par exemple, il y a un GPS qui permet de passer sur les pistes cyclables les plus sécurisées. Et puis aussi, surtout, on motive, parce que sortir son vélo une fois dans l'année, c'est bien, mais il vaut mieux le sortir plusieurs fois dans la semaine. C'est là que c'est bon pour la santé. Et on le fait grâce à il y a des missions qui sont proposées à l'intérieur. On s'inscrit en équipe et on peut se booster, se motiver. Des jeux, on gagne des points. Exactement, c'est ça. Il y a des classements. Une émulation. Il y a beaucoup de gens qui se prennent beaucoup au jeu. On voit des équipes qui font des fichiers Excel chaque semaine pour savoir quand est-ce que c'est le mieux de se booster pour gagner des points. Et par ailleurs, c'est connecté à un système de dons. C'est ça. Alors, j'ai pas tout à fait fini sur qu'est-ce que Vivons Vélo concrètement, parce qu'il y a l'application. Ça m'intéresse beaucoup, c'est pour ça. Il y a l'application, mais la communauté, on la réunit aussi, évidemment, actuellement sur les réseaux sociaux. On peut pas passer à côté. En fait, sur les réseaux sociaux, on donne beaucoup de conseils sur pourquoi le vélo, c'est bon pour la santé, mais on met aussi beaucoup en avant la communauté elle-même qui pédale pour sa santé. Et il y a beaucoup d'histoires très inspirantes qui montrent à quel point le vélo est bon pour la santé. J'ai en tête un exemple parmi d'autres, une femme qui s'appelle Christelle, qui participe à des championnats du monde des greffés, qui est à fond et qui montre à quel point le vélo lui a permis de surmonter plusieurs greffes. Et enfin, effectivement, il y a des rassemblements 5 fois dans l'année, parce que tout ça, c'est très digital, mais le vélo, c'est dans la vraie vie que ça se passe. Donc, on rassemble 5 fois dans l'année les gens lors de balades accessibles à tous. Et à la fin,
Tous ces kilomètres parcourus sont dans un compteur que vous pouvez trouver dans l'application et à chaque palier dépassé, AG2R La Mondiale transforme les kilomètres en dons pour l'Institut Pasteur, mais aussi replante des arbres. Oui, ça aussi, c'est une motivation quand même. Oui. Beaucoup de vélos en ville. Je vois que vous avez mis l'accent sur le vélo en ville. Il y a une raison ? Oui, il y a une raison en fait. Évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas passer, je pense que personne n'est passé à côté du boom du vélo qu'il y a eu récemment, qui est principalement poussé par la pratique utile du vélo. On sait que depuis 2 ans, le vélo dans les villes a augmenté de 30%, la pratique. 60% à Paris, c'est Paris qui a la palme. Mais pas que, les milieux ruraux aussi pédalent beaucoup et la pratique a augmenté d'ailleurs pour eux de 15%. Mais il peut subsister quand même beaucoup de freins. Quand on veut se mettre au vélo taf, ce qu'on appelle aujourd'hui le mot un petit peu à la mode, c'est le fait d'aller au travail à vélo. Oui. Quand on veut s'y mettre, ça peut faire un peu peur. Il y a encore les infrastructures sont en cours de construction. Les risques, tout simplement. Oui. Cet hiver, là, on va arriver, bientôt il va faire plus froid, il va pleuvoir. Et en fait, grâce à Vivons Vélo et surtout au conseil de la communauté elle-même, vous pourrez apprendre à avoir les bons réflexes en ville et puis, par exemple, apprendre que il n'y a pas de cyclistes mouillés, il n'y a que des cyclistes mal équipés. Donc, plein de conseils comme ça que vous trouvez sur Vivons Vélo. C'est une jolie façon de voir les choses, effectivement. Pour ne pas avoir mis le poncho une fois, j'ai compris ce que ça voulait dire que d'arriver trempé comme une soupe. Donc ça, pour le coup, j'étais mal équipé. Voilà. Vous aviez absolument raison. Je sais que vous êtes sensible à ce sujet parce que, 1, vous êtes photographe, et 2, vous avez notamment publié un livre sur le vélo en ville, de photographie sur le vélo en ville. C'est l'engagement du médecin qui se traduit, du spécialiste de santé publique. Plutôt du spécialiste de santé publique. Qui se traduit de cette manière-là, oui. Oui, tout à fait. Et, juste peut-être aussi une anecdote, c'est donc dans ce livre qui est paru, je pense, en 2016 ou 2017, donc il y a quand même pas mal de temps, il y avait un témoignage d'un journaliste canadien qui dit pourquoi on est capable de faire du vélo avec moins 30 dehors. Et il suffit de bien s'équiper pour pouvoir le faire. Donc ça correspond tout à fait à ce que vous avez dit. Après, le bénéfice de l'activité intense du vélo. Alors, pour moi, ce que vous faites est vraiment, je trouve, extrêmement intéressant. Et d'ailleurs, je vais charger l'appli dès que je sors de cet endroit. 300 001. Voilà, vous êtes à 300 001. Peut-être à 2 niveaux. Le premier, c'est effectivement, vous l'avez dit, de la même manière que ce que j'ai dit pour la prévention des maladies chroniques, il y a énormément d'études qui montrent... Alors, le vélo a une caractéristique particulière, c'est que c'est de l'exercice intense continu. Et on voit bien que très souvent, en termes de prévention, dans le domaine de la santé, un exercice qui est... trop peu fait, ou un exercice qui est pas assez intense, finalement ne donne pas ces résultats en termes de prévention par rapport à un exercice intense et continu. Et ce que vous avez dit sur l'immunité, il y a eu une très belle étude là-dessus, mais on voit aussi beaucoup d'études sur la part préventive dans des populations par rapport aux maladies cardiovasculaires, par rapport aux problématiques de santé mentale, par rapport au cancer aussi, à la survenue d'un premier cancer. Donc on a vraiment toute une panoplie d'études convergentes sur le sujet. Et puis il y a un deuxième point auquel moi je suis très sensible, c'est que dans notre école, quand on parle de santé publique, on parle aussi d'environnement favorable à la santé, et notamment de ce que l'on appelle aussi des urbanismes favorables à la santé. Et c'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'au niveau des photos, j'ai été très séduit par ça, c'est qu'on voit que le vélo est en train de transformer complètement la façon dont une ville se vit. Et je trouve que là, ce qui se passe depuis 2 ans le montre de façon peut-être un peu trop rapide, mais extrêmement puissante. On va prendre la minute qui nous reste pour conclure, Philippe Dabat, mais bon, j'imagine que vous allez me dire que vous n'allez pas faire de primes spécifiques pour ceux qui prennent leur vélo, parce qu'on a compris votre philosophie qui consiste à ne pas individualiser le risque et donc à punir les uns, ou même s'il s'agit là en l'occurrence d'un bonus. J'imagine que c'est un non, on est d'accord là-dessus. Effectivement, nous voulons encourager les gens à faire du vélo, mais nous n'allons pas individualiser à travers des points cadeaux, etc. Parce qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est juridique. Rapidement. Oui, la notion de santé, elle est globale. Et donc, si vous avez une balance connectée, que je connais votre poids,
poids. Et si vous m'indiquez que le nombre de kilomètres que vous faites à vélo ou le nombre de pas, eh bien, on peut faire des recoupements en termes de santé et ça, c'est interdit. Et puis, vous l'avez compris, pour nous, un programme de prévention, il doit être global, il doit viser une population large et non pas des individus. Et je le redis, faire payer moins cher les personnes en bonne santé et plus cher les personnes malades ou qui n'auraient pas les bons gestes, c'est un piège pour nous, pour la société, pour les individus. On veut absolument rester sur une approche solidaire et mutualisée de la santé. En revanche, développer des communautés digitales, comme vous le faites, je crois, avec Aidons les nôtres ou avec Préparons notre retraite. Oui, et 2 exemples. Aidons les nôtres, c'est un site d'information, c'est une communauté qui concerne les personnes qui sont liées au sujet de la dépendance parce qu'ils aident des parents qui sont en perte d'autonomie. Eh bien, c'est un forum qui leur permettra de parler avec leur père et de rencontrer tout un tas de spécialistes. Même chose pour Préparons ma retraite. C'est un moment délicat dans le passage entre l'activité professionnelle et l'activité à la retraite. Et là aussi, à travers ce site, les personnes concernées peuvent échanger et parler de tous les sujets de la vie active, de la vie de retraité au plan économique, familial, social, etc., des loisirs. Ça permet entre soi, finalement, de trouver les bonnes informations et d'avancer. J'ai une dernière question pour vous et pour conclure cette émission, mais alors vraiment en 15 secondes, si vous le voulez bien. Comment vous définiriez, dans ces 15 secondes, votre rôle de groupe de protection sociale face aux enjeux de santé qu'on a balayés rapidement, mais dont on voit qu'ils sont essentiels? Oui, bien pour nous, c'est vraiment d'aider les Français à gérer leur capital santé pour rester dans la meilleure santé possible tout au long de leur vie, et cela, quels que soient malheureusement les éventuels accidents de la vie qu'ils peuvent avoir. C'est une mission clé, c'est une vocation pour nous à G2R La Mondiale, parce que notre ambition, c'est de contribuer à aider les Français à être acteurs de leur santé à tout âge, et en toutes circonstances, et du coup à préserver le capital humain et donc à contribuer aussi à la bonne santé économique des entreprises. Merci beaucoup. Merci à tous les 5 et à ceux qui étaient précédemment sur ce plateau. Donc ce sera tous les 7. Merci à vous de nous avoir suivis pendant 1h30. Je crois qu'on a appris beaucoup de choses grâce à vous et encore une fois, je vous en remercie. Sentez-vous bien, portez-vous bien et ça tout au long de la vie. À bientôt.